L'organisation est une étape primordiale pour une meilleure optimisation de ses séances photo. Ça permet de mieux structurer ses idées, mieux connaître ses objectifs et éventuellement mieux répondre à un cahier des charges s'il y en a un, et ça permet surtout de gagner beaucoup de temps. Hello, je m'appelle Aurélie Chantelly, je suis photographe martiniquaise. J'ai eu l'opportunité d'être sélectionnée par l'organisation Catapulte qui a mis en place un programme d'aide pour les artistes de toute la Caraïbe qui ont un art principalement dirigé soit autour de leur culture, soit autour des droits civiques, du genre ou encore du climat actuel. Le tout afin de faire face à la pandémie de Covid-19 et surtout encourager les artistes à faire grandir leur visibilité en ligne et surtout à les aider à se sentir un peu plus à l'aise avec l'environnement digital qui finalement représente le monde de demain. Donc, Catapulte, c'est une organisation qui a été conceptualisée par The Kingston Creative de la Jamaïque, aussi par The Fresh Milk de la Barbade et qui est financée par The American Friends of Jamaica des États-Unis. Le but, ça va être de mettre à disposition un contenu, donc à tous. En fonction de l'artiste, ça peut être soit une performance, ça peut être soit un talk, soit un workshop. Moi, j'ai décidé de vous parler donc, de mon processus de travail, donc d'organisation, comment je procède par rapport à mes prises de vue. Et donc, j'ai décidé de vous ramener en parallèle avec moi sur un shoot que j'ai réalisé dernièrement en studio pour que vous puissiez un peu mieux vous projeter par rapport à ceux dont je vais vous parler à la suite. Donc le tout va se dérouler en 3 parties et demie. La première partie, ça va être tout ce qui se passe avant le shoot. Donc comment trouver ses idées, comment les structurer, comment faire ses moodboards, comment organiser une séance photo pour que tout se passe le mieux possible à la prise de vue. En deuxième partie, on verra la prise de vue, comment gérer son équipe, comment installer en étant efficace, comment gérer son temps tout simplement. La troisième partie, ça va être le dérush, donc tout ce qui va être tri, tout ce qui va être sélection des photos. Et la partie et demie, la dernière partie, donc ça va être la retouche, mais ça va pas être un gros sujet parce que c'est pas le cœur du sujet de la vidéo aujourd'hui. On va juste parler de marge de créativité, comment les choses prennent vie à la retouche et surtout respecter ses objectifs tout en étant quand même libre d'essayer, d'expérimenter des choses. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc toutes les étapes qui ont été citées précédemment vont être illustrées par un shoot que j'ai réalisé dernièrement pour une artiste qui s'appelle Sophie May. Donc on verra tout de suite comment surtout j'ai structuré tout ça dans un moodboard. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les idées, il n'y a absolument aucune règle, il n'y a pas une ou une autre manière d'avoir des idées. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper personnel. Je sais juste que quand je bosse avec des particuliers, des gens qui me contactent pour que je puisse les prendre en photo, s'il ne s'agit pas d'une entreprise ou d'une marque ou vraiment un shoot qui correspond à un cahier des charges où j'ai entre guillemets des règles à respecter, en général, je procède d'abord par une espèce de petite partie théorie. Le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est le shoot de Sophie May, donc qui est une artiste. Ça me fait déjà un contenu. Je sais que Sophie, c'est une artiste, elle est pluridisciplinaire. C'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc, donc ça te donne déjà pas mal de choses en fait pour partir de quelque chose. Ensuite, quand je bosse avec quelqu'un, c'est vraiment super important pour moi de m'adresser à la personne et d'échanger avec elle pour savoir quels vont être ses objectifs à elle et qu'est-ce qu'elle veut raconter de façon à ce que moi, je puisse avoir encore plus de contenu pour alimenter en fait mes idées. C'est à partir de mots que je vais réussir à pouvoir commencer à penser à de l'image. En tout cas, c'est une base solide. Là, par exemple, sur mon moodboard, j'ai noté que Sophie donc, est une artiste pluridisciplinaire qui évolue principalement en tant que danseuse, chorégraphe, tout en exerçant le métier de styliste DA, que l'objectif de la séance est avant tout de construire une sorte de biographie photographique. Donc c'est vraiment quelque chose qui va mettre en lumière les différents univers auxquels elle touche et par la même occasion retranscrire donc ses passions, ses convictions et ses idéologies telles que la déconstruction et le questionnement de ce que représente la notion de féminité, mettre en lumière les différentes facettes qu'elle peut avoir, donc vraiment jouer sur la pluridisciplinarité. Son amour pour le hip-hop, discipline dans laquelle elle évolue principalement, les années 90 et l'univers musical et stylistique qui s'ensuit, l'affirmation de soi, et le but est de montrer que tous ces éléments sont complémentaires entre eux en gardant une cohérence visuelle. Donc ça, c'est vraiment des points clés qui vont donner vie déjà au document et à vos propres idées pour vous.
moi, ça me permet de pouvoir déjà visualiser des choses, puisque Sophie, c'est quelqu'un qui est très accroché aux années 90. Donc du coup, moi, ça me réfère forcément à des visuels de cette période. J'ai mis entre parenthèses, pourquoi pas ajouter un peu de bruit sur les photos, une texture très douce, limite floutée, et le choix de certaines couleurs légèrement désaturées et pas mal de plans en grand angle. Donc du coup, rien que le fait qu'elle me donne en fait ces informations sur elle, sur sa vision, m'a permis en fait de pouvoir me donner des grandes lignes en fait visuelles de ce que j'allais mettre en action tout simplement sur les photos qu'on a réalisées ensemble. Donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment très très important la partie théorique, parce que ça vous permet de vraiment comprendre votre client, et même si vous n'avez pas de client, même si c'est pour vous, ça vous permet vraiment de poser vos idées et d'être en accord avec ce que vous voulez faire réellement. Deuxième partie dans la première partie. Bon, entre-temps, il fait nuit, donc la lumière a totalement changé. Il fait nuit à 17h. Il faut savoir que moi, j'utilise Adobe InDesign parce que je suis déjà habituée au logiciel Adobe. Donc, je sais que je suis familière en fait par rapport à l'ergonomie, par rapport aux outils, etc. Donc, c'est vraiment propre à moi, mais il n'y a aucune obligation d'utiliser seulement Adobe InDesign pour faire du moodboard et rien d'autre. C'est vraiment, d'ailleurs, presque, ça peut être la dernière option possible. D'ailleurs, il y a pas mal de choses beaucoup plus simples et beaucoup plus accessibles, comme Canva, qui est le plus connu, je crois. Tu as Adobe Spark aussi, qui est vraiment bien. Donc, c'est assez pratique. Pas besoin de super techniques de la mort qui tue pour faire des moodboards. Tu as juste besoin d'un truc qui soit pro et qui soit assez clair pour la personne avec qui tu vas travailler. C'est tout. Dernier truc aussi qui est pas mal, enfin que tout le monde connaît, que je ne présente plus, c'est Pinterest forcément. On peut carrément donc créer un tableau normal et le partager avec les personnes prévues du shoot. Donc c'est assez pratique aussi. Enfin, c'est pas moi, personnellement, c'est pas un truc que je fais parce que j'aime vraiment le fait d'avoir un document qui est fixe, qui bouge pas, que je peux imprimer. Mais c'est vrai que je connais des gens qui procèdent comme ça et c'est pas plus mal non plus. Donc c'est pas mal d'options différentes pour le partage d'idées. Donc voilà. Concernant le mood board, donc ça y est, on y est. Ça va pas, ça, en dehors donc des idées, des images, c'est un document qui va être envoyé à tout le monde. Donc que ce soit la make-up artiste, la styliste, le modèle, enfin tout le monde, tous les gens qui seront sur le shoot et qui sont directement ou indirectement concernés vont avoir accès à ce document. Donc c'est important pour moi de récapituler le tout, et même pour moi. Donc c'est un document qui me sert de feuille de route. Par exemple, sur le document, là, le modèle, on sait qui c'est. On sait c'est qui le photographe, on connaît la date, on connaît le nombre d'heures de prise de vue, le nombre de sets, on connaît la maquilleuse, on connaît le lieu. Moi, c'est aussi un espèce de checklist pour que je puisse me rappeler des accessoires que je dois ramener, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas des accessoires que j'ai l'habitude de prendre tout le temps, donc c'est important que je puisse m'en rappeler, parce que surtout quand on est au cœur du projet et que c'est le photographe qui crée le projet, c'est vrai qu'on peut avoir la tête partout parce qu'il faut donner les informations à tout le monde, donc c'est vrai quand même que c'est important d'avoir un document sur lequel tout est récapitulé, comme ça on est sûr de rien oublier. Une fois qu'on a tout fini, une fois qu'on connaît le brief, qu'on connaît tous les détails du shoot, on peut rentrer dans le cœur du sujet. Donc, ce que je fais, c'est que je détaille chaque set en mettant vraiment donc, cette lumière. Je sais vraiment quel va être en fait globalement le type d'éclairage que je veux. Je sais que là, par exemple, étant donné que je voulais faire de la pose longue, que je vais shooter en lumière continue, je sais que je vais shooter sur fond vert forêt, peu éclairé. Voilà, je sais qu'il y a un espèce de jet de lumière léger rouge. Je me suis vachement inspirée des clips des chanteuses R&B des années 90. Donc il y a pas mal de choses qui m'ont inspirée. Donc c'est des choses que je note, c'est des petites caractéristiques que je note de façon à ce que sur le moment, je puisse connaître à la lettre mon éclairage
et que je sache en fait qu'est-ce que je veux directement, ça m'évite de chercher sur le moment. Donc j'ai juste à mettre en fait mes pieds en place, mes torches en place et c'est bon. Ensuite, je me précise à chaque fois les points à mettre en avant. Donc là, j'ai noté liberté, modèle photographie en mouvement et en pose longue pour tenir des effets floutés avec les longues franges rosées qui feront partie de la tenue. Donc là, je donne vraiment toutes les informations. Et je me suis fait un petit plan à réaliser, genre une petite option. Sophie, 3 fois sur la même photo, regard caméra, grand angle. Donc ça, c'est un truc que j'ai fait. Ça n'a pas marché, mais voilà, au moins je l'ai essayé, je l'ai noté parce que je voulais à tout prix le faire. Je note aussi les accessoires et décors qui feront partie du set. Donc là, on a le fauteuil cuir plus le satin gris qui va être ajouté dessus. Et ben, on répète la même chose pour chacun des sets. Donc là, par exemple, le set 2, sexy boyish, on sait qu'elle sera en topless, pantalon large, voilà, on connaît vraiment le stylisme à la lettre. Pareil pour le set lumière, shooté en moitié fond beige, moitié mur brut. Et pareil, petit point à mettre en avant. Et ben, on répète la même chose ici. Et juste petite particularité, par exemple pour le set 3, je savais que ça allait être shooté sur fond bleu, je savais ce que je voulais, je savais que ça allait être relativement simple. Comme installation, pas forcément de décor, pas forcément d'accessoires particuliers, mais je me suis fait une petite note parce que j'ai eu une petite inspiration par rapport à une veste que Sophia qui a des motifs chevaux dessus, et je savais que je voulais potentiellement réincruster un motif similaire à ça parce que je trouvais que l'ambiance pouvait bien matcher. Donc je l'ai noté, donc ça veut dire qu'une fois que je l'ai noté, je sais que je vais mettre tout en condition. Je vais tout mettre en condition par rapport à ses poses, par rapport à son placement, pour que je puisse à la suite réincruster des choses et expérimenter des choses. Donc ça m'a été utile de le noter, de m'en rappeler, parce que c'est vrai que sur le moment, en plus, on a un nombre d'heures à shooter, on loue le studio, donc voilà, le temps, il doit être respecté, donc c'est important d'être efficace et d'aller droit au but. Voilà, et à la suite, je rajoute des petites photos. C'est histoire qu'on puisse se mettre dans l'ambiance du shoot et se rappeler des choses essentielles. Et voilà. C'est vrai que des fois, ça prend un peu de temps à faire, ce document, parce qu'il y a de la recherche, il y a de la recherche théorique en amont, il y a de la recherche visuelle à faire, parce que c'est important de pouvoir, d'être sûr que ton équipe va comprendre ce que tu lui dis et va pouvoir se mettre en action de la meilleure manière que possible. Par exemple, je sais que la maquilleuse, je ne lui ai pas donné de make-up précis. Je sais que je voulais qu'elle puisse s'approprier le mood board et en faire quelque chose de créatif. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et pour ça, il fallait que je lui donne assez de matière pour qu'elle puisse le faire. Donc ça prend du temps, mais c'est vrai qu'après, quand on a le résultat, on se dit heureusement que je l'ai fait. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une étape super primordiale, le mood board, la feuille de route. Penser à tout avant, en tout cas à presque tout, parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on oubliera. Je précise quand même, c'est pas un truc que je fais systématiquement, je le fais pas à tous mes shoots, je shoot très souvent. Je shoot pour des raisons différentes, des fois c'est pas moi qui fais les moods, ou pour des boîtes de prod, parce que c'est eux qui décident des idées, et moi on me demande juste de pouvoir mettre ma vision dedans, mais il y a quand même des choses qui correspondent aux marques, donc j'ai pas forcément... c'est pas à moi en fait, de faire le travail en amont, si vous voulez. Donc je ne le fais pas systématiquement, mais c'est vrai que sur mes plus gros projets, sur mes plus gros shoots, j'essaie en fait de structurer au maximum le tout et de tout organiser en amont, parce qu'il y a tellement de détails, tellement d'éléments que ça me paraît beaucoup plus simple le jour J de me référer à un document plutôt que de me dire est-ce que j'ai pensé à ça, est-ce que... Voilà, c'est un peu plus galère, donc c'est vrai que sur les plus gros projets, c'est carré, c'est encadré, on sait. On passe directement à l'étape 2. Maintenant qu'on sait absolument comment la majorité du shoot va se passer, ça y est, c'est le jour J, on commence. Je vais vous montrer directement des images du shoot, comme ça vous pouvez voir un peu comment se passe l'installation, comment se passe la préparation de l'équipe, le make-up, l'installation des sets, des lumières, etc. Et on abordera aussi un élément que j'aime beaucoup, qui n'est pas du tout obligatoire, mais ça va être la prise de vue connectée. C'est quelque chose de très très pratique, surtout en studio. C'est vrai que ça permet de gagner énormément de temps sur la retouche, donc on abordera aussi cette petite partie. Et voilà. Donc on arrive en studio. Moi, alors de mon côté, j'ai imprimé le mood board. Je trouve ça beaucoup plus agréable de l'avoir en fait en physique, de pouvoir feuilleter les pages et
de pouvoir un peu le transporter partout où on est, le montrer aux autres membres de l'équipe, sans l'avoir seulement en format digital, parce que je trouve que c'est plus simple. En plus, nos téléphones, on fait toujours plein de choses avec. Mon ordi, en tout cas, je m'en sers pour ma prise de vue, donc ça ne m'arrange pas forcément de l'avoir dessus. Je trouve ça beaucoup plus agréable de l'avoir en physique. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'en général, au début de chaque shoot, je rassemble tout le monde et je fais un petit brief. Je fais le point avec l'équipe pour qu'on puisse s'assurer donc de chaque timing qu'on a donc pour chaque set. Voilà, ça permet d'avoir un timing de prévu, comme ça on essaie de rester dans les temps et tout le monde sait un peu ce qu'il a à faire. Donc moi de mon côté, j'installe. On a installé les 3 fonds directs, donc vu que je savais déjà sur quelle couleur de fond je voulais shooter, je savais que j'allais shooter sur du beige, du vert forêt et du bleu. Donc j'ai installé directement les 3 fonds, comme ça je sais que ça m'éviterait en fait de réinstaller un fond à chaque fois, sachant que ça prend un peu de temps quand même. Et entre temps, il y avait Audrey qui s'occupait du make-up, donc là du premier set. Moi, j'ai pu en même temps installer donc mon équipement. Et là, par exemple, il y a eu un problème avec mon appareil photo qui ne voulait pas du tout se connecter au flash. Je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Ça m'a fait perdre facilement 1 heure et 1 heure, donc sur 4 heures de shoot à la base qui était prévu. C'est énorme, donc comme quoi les imprévus, ça arrive tout le temps, même quand on est super organisé. Donc vaut mieux avoir des imprévus sur un shoot qui est déjà organisé plutôt que des imprévus sur un shoot qui n'est pas du tout organisé, parce que sinon c'est vraiment la cata. Mais voilà. Ce que je voulais voir avec vous au début, donc comme je vous disais, c'est la partie prise de vue connectée. Donc qu'est-ce que la prise de vue connectée? C'est quand vous avez la possibilité de pouvoir retranscrire chaque cliché que vous allez prendre en direct ou quasiment en direct sur votre ordinateur. C'est grâce à un câble qui s'appelle le câble Tethering. Moi, j'utilise en général le logiciel Capture One. Ça, c'est le logiciel le plus connu pour la prise de vue connectée. Je trouve qu'il est très complet. On a vraiment une ergonomie qui est vraiment faite pour la prise de vue connectée. Vraiment l'interface qui me plaît, on peut trier avec une facilité et je trouve ça vraiment pratique. En tout cas, moi j'ai pris l'habitude de bosser dessus pour la prise de vue connectée et je trouve que c'est vraiment le logiciel par excellence. Ensuite, il y a Lightroom qui est pas mal d'ailleurs pour ce shoot-là. C'est Lightroom que j'ai utilisé. Je pense que Lightroom n'est pas mal non plus pour la prise de vue connectée, surtout, je pense que la plupart des photographes connaissent déjà l'interface de Lightroom, mais c'est vrai que quand on est déjà familier à un logiciel, c'est peut-être mieux de rester dessus. Encore une fois, c'est vraiment une option qui fonctionne très très bien sur Lightroom. Donc voilà. Pour faire de la prise de vue connectée dans Lightroom, il suffit d'aller dans Fichier, sur Capture en mode connecté, démarrer la capture en mode connecté. Donc là, on aura une petite fenêtre qui s'affiche, on va pouvoir mettre le nom de la session, l'emplacement de la session, comment on veut le renommer. Une fois qu'on a rempli tous les éléments, on appuie juste sur OK, c'est très simple. Ça va détecter l'appareil photo et on aura une petite barre en haut avec toutes les informations de l'appareil photo ainsi que de ses réglages. Donc on voit que je shoote sur Nikon, on voit tous mes réglages. Et on va pouvoir faire un test. Bon, entre-temps, Sophie est prête, le make-up est fini et on va pouvoir démarrer les tests avec elle. Donc, ce que je fais, c'est que je fais tous mes réglages en amont. Enfin, en tout cas, ça ne va pas être la retouche finale, bien évidemment. Il y a toujours un peu de post-prod après. Ensuite, une fois qu'on a fini ça, on va juste appuyer sur le petit plus à gauche et donc créer un paramètre prédéfini avec les réglages qu'on aura fait à l'instant. On va renommer ce paramètre. Donc là, vu que c'était le set 1, je vais l'appeler Sophie set 1, tout simplement. Voilà. Et on va le créer. Et une fois qu'on aura créé notre petit pré-réglage, on va pouvoir retourner donc dans la barre juste en haut où il y a notre appareil photo, mettre paramètres prédéfinis de l'utilisateur et cocher Sophie set 1. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Tous les clichés qu'on va prendre vont être directement affichés avec les réglages qu'on aura fait précédemment. Ça me permet vraiment de pouvoir voir exactement ce que je veux. Et une fois qu'on a quasiment tous les réglages qui sont faits pendant la prise de vue et qu'on est déjà dans un résultat qui nous convient et qu'on a déjà choisi, une fois qu'on a ça, à la post-production, on n'a pas grand-chose à faire. Et pour ce shoot-là,
j'ai quasiment, j'ai fait très très peu de retouches dessus, quoi. Donc c'est assez pratique, ça fait gagner beaucoup de temps, sachant que la retouche, ça peut prendre du temps. Moi, j'aime gagner du temps sur la retouche parce que surtout quand il y a pas mal de photos à retoucher, si je peux faire le maximum de choses pendant la prise de vue pour limiter les choses après, j'adore. Donc voilà. Ensuite, ça va être exactement le même schéma. On va désinstaller, installer. Il y aura un changement de make-up et un changement de tenue. Je vais checker mon moodboard pour être bien sûr que tout est OP et l'opération va se répéter 2 autres fois. Donc en fait, ça a été relativement fluide. C'est vrai que ce jour-là, il y avait un petit problème technique, donc j'ai perdu beaucoup de temps au départ. Mais une fois que tout est installé, c'est allé quand même assez vite. Donc voilà. C'est vrai que quand on organise tout suffisamment en amont, sur le moment on est un peu plus détendu. Bon, c'était pas forcément mon cas parce que je suis jamais détendue moi quand je fais. J'ai toujours une petite part de stress parce que c'est comme ça que je suis. Mais c'est vrai que ça permet quand même, en tout cas globalement pour tout le monde, de savoir ce qu'il avait à accomplir. Si à partir du moment où c'est fait, on n'a pas de contraintes de réflexion, de potentielle réflexion à se dire bon, qu'est-ce que je dois faire après, etc. Tout est déjà écrit, donc ça permet d'avoir déjà de poser une ambiance relativement sereine et cool en fait pendant le shoot. Ça permet de pouvoir se laisser aussi des temps de pause. Une fois qu'on sait qu'on a tout organisé, que tout est prévu, qu'on a rempli ses objectifs, ça permet aussi, si on a un peu de temps devant nous, de pouvoir expérimenter des choses qui n'étaient pas prévues. Et c'est là le but en fait de l'organisation, plutôt que d'être dans un rush permanent, ça permet de pouvoir expérimenter des choses. Prendre le temps de pouvoir être avec son équipe et d'échanger, c'est aussi pour moi un élément essentiel parce que c'est des gens qui sont là pour vous, qui se déplacent pour vous, qui prennent de leur temps et c'est important quand même d'avoir un bon rapport avec les gens avec qui vous travaillez. Les traiter de la meilleure manière avec un programme qui soit concis, clair et qu'ils n'aient pas l'impression de perdre leur temps, c'est important, d'où l'organisation. Si c'est quelques minutes entre les sets, etc., de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir rigoler avec eux. C'est pour ça que préparer suffisamment ses shoots en amont, ça permet tout ça. C'est pour ça que je le dis, genre, je ne fais pas ça systématiquement, je bosse aussi spontanément, donc c'est normal. Mais c'est vrai que si vous avez un projet et que ça demande pas mal de personnes sur le lieu, c'est important de tout prévoir un maximum, histoire que ce soit fluide et que tout le monde puisse avoir été content d'être là. Donc voilà. Étape 3, le dérush, donc tout ce qui va être tri, sélection des photos. On va dire que le plus dur est passé, mais c'est vrai que ça reste une partie relativement importante parce que le choix définit aussi l'histoire que vous voulez raconter et surtout la qualité tout simplement de votre série. Donc c'est vrai que c'est au contraire une étape qu'on ne doit absolument pas négliger. Mais avant tout ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande énormément de pouvoir travailler avec un logiciel qui vous permet de pouvoir faire de la sélection gradée. Donc, je ne sais pas si ma formulation est la bonne, mais moi je bosse avec Bridge, Adobe Bridge. C'est vraiment important pour moi d'avoir un logiciel dans lequel on peut visionner, revenir, les noter et de pouvoir se faire une présélection sur laquelle on va revenir et sur laquelle on va pouvoir affiner notre choix. Je sais que Lightroom est pas mal aussi dans le système de notation, même de choix. Il y a pas mal de photographes qui utilisent Lightroom, ne serait-ce que pour la retouche, et qui font leur choix là-dedans. Sur Bridge, il y a encore une fois, tellement de possibilités. C'est aussi un explorateur de fichiers. On peut tout visionner, on peut tout rechercher depuis Bridge. On peut mettre des tags rouges, on peut mettre des tags oranges, des tags bleus, enfin on peut choisir les couleurs. Ça permet vraiment en fait d'épurer au maximum et on a vraiment pas mal de choix de visualisation. On peut visionner les photos par 2, on peut les visionner par 3, on peut les grouper par petites séries. C'est vrai que ça permet vraiment d'organiser sa sélection du mieux que possible. Et donc je recommande vraiment Bridge. C'est vrai que si on n'est pas habitué, etc., pareil, ça reste du logiciel Adobe, donc il faut être peut-être habitué à l'interface, etc. Mais c'est vrai que ça reste un très très bon logiciel qui permet de pouvoir faire un choix facilement, quoi. Voilà. Alors pour le shoot de Sophie, c'est vrai que c'était un peu un contexte différent. Il n'y avait pas forcément de destinataire précis en dehors de nous, quoi. C'est un shoot qui a été fait vraiment
pour une utilisation complètement personnelle. On l'a fait pour expérimenter des choses, on l'a fait pour nous. Il y a vraiment une sélection faite différemment que si on shoot pour un édito, etc. Donc c'est pas du tout la même chose. C'est vrai que là, pour cette fois-ci, j'ai fait vraiment une sélection d'abord par set. Il y a pas mal de choses qui me plaisaient, par exemple pour le set 1, j'en ai quand même choisi bien 13. Mais c'est vrai que si je dois aller à l'essentiel, il y en a vraiment 4 ou 5 qui me plaisent vraiment. Donc voilà. Ensuite, pour le set 2, c'était un peu différent. Je me suis permis de faire une sélection un peu plus élargie parce que je savais vraiment que pour ce set-là, ça n'allait pas rester sur fond bleu, tout simple comme ça. Enfin, comme je l'avais écrit sur le mood board, je sais que je m'étais laissé une marge pour expérimenter des choses en post-production. Donc, je me suis vraiment laissé un choix un peu plus élargi pour qu'après je puisse faire mes tests sur différents angles. Donc ça me permettait d'avoir plusieurs choix. Et pour le 7-3, c'était un peu difficile de faire une courte sélection. Sachant que le 7-3 était déjà divisé en 3 parties, je sais que je m'étais laissée à la base. J'avais envie d'expérimenter un truc à la prise de vue, de pouvoir essayer de mettre Sophie 3 fois sur la même photo, un peu comme si elle regardait la caméra genre de différents côtés. Sauf que j'ai fait un essai, je suis pas sûre que ça fonctionne, donc au final j'ai un peu déstombé l'idée. Ensuite on a fait des portraits un peu plus posés, on va dire. Et on avait aussi une troisième partie qui était beaucoup plus axée sur le mouvement, puisqu'on a shooté en pose longue, histoire d'avoir vraiment un jeu avec les franges rouges et apporter un peu de couleur et un peu de mouvement à la série, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'était un peu compliqué de faire la sélection, mais ça fait partie du jeu. Des fois, c'est dur de prendre des décisions, c'est dur d'aller à l'essentiel parce qu'on se dit ah mais oui, mais celle-là elle est vraiment bien aussi, donc comment je fais? Mais il y en a forcément une qui est mieux que l'autre. Donc voilà, en tout cas, c'était pas un exercice facile parce qu'on a beaucoup shooté. Encore une fois, c'était un shoot assez dense. Mais bon, vaut mieux avoir plus de choix que pas assez, donc je suis quand même assez satisfaite. J'ai tendance à dire que les bons photographes sont ceux qui savent bien choisir leurs photos, parce que ça peut arriver qu'une prise de vue n'ait pas forcément été dans les meilleures conditions et qu'on n'ait pas, imaginons sur 100 photos, qu'on n'ait pas réussi à avoir, je sais pas, moi, ne serait-ce que 10 excellentes photos. Si on décide de ne choisir que 2 photos au lieu de 10, l'histoire qu'il y a derrière, personne ne la connaîtra. Alors que si on a tendance à faire un choix peut-être trop élargi ou tout simplement des choix trop redondants, c'est vrai que la perception change et l'histoire en fait aussi change. C'est vraiment quelque chose qui se peaufine avec le temps. Qu'est-ce qui fera que cette photo est mieux que l'autre? Peut-être que c'est le regard, peut-être que c'est la pose. Qu'est-ce qui vous touche personnellement quand vous la regardez? Ça reste, le choix, ça reste très personnel. Donc ça fait partie du processus en fait, du traitement. Donc j'espère que ça vous aura aidé et on passe directement à la quatrième étape. Pour cette dernière partie, c'est important de trouver un équilibre entre ses objectifs de base et la créativité. Il n'y a rien ni personne qui viendra vous dire non, tu as tort, etc. C'est vous, c'est votre projet, c'est vos photos. Donc il faut juste vraiment que vous puissiez trouver l'équilibre entre le projet, ce qui est prévu à la base, ce que vous avez promis à votre modèle, ce que vous avez promis à votre client, et votre touche, vous laissez votre signature, quelque chose qui fera que vous sentiez que ces photos-là ont un sens pour vous, etc., c'est aussi le moment de pouvoir expérimenter des choses. Dans le cas de Sophie, par exemple, je sais que ce qui faisait la cohérence visuelle de ma série, c'était le grain sur l'image. J'avais potentiellement dit que j'allais introduire un cadre noir, peut-être, mais j'étais pas sûre parce que je sais pas trop si je suis prête à prendre ce genre de parti pris avec les cadres, etc. Et comme je voulais aussi m'approprier des codes visuels un peu vintage, si je puis dire ça comme ça, je l'avais noté, mais je l'ai pas fait. Mais c'est vrai que je m'étais fixé une cohérence visuelle, enfin une ligne visuelle sur toute ma série, qui, malgré le fait qu'on soit dans des ambiances différentes, puisse lier les séries entre elles. Et j'avais misé du coup sur le grain et aussi sur un effet un peu flouté. Donc ça reste quand même important pour moi, si vous avez un projet dès le départ, de rester cohérent
avec ce que vous aviez prévu, un minimum, parce que peut-être que si vous partez dans quelque chose de totalement différent, ce que vous vouliez raconter au début perdra peut-être un peu de son sens. Si par exemple, si vous vouliez au départ que ça puisse vous faire penser aux années 90, vous partez dans quelque chose de totalement, de très actuel, de très moderne, de quelque chose de très lissé, peut-être qu'on sera en désaccord ou en incohérence avec le propos de départ et peut-être que ça se fera un peu ressentir. Maintenant, on est des artistes, enfin pour ceux qui regardent cette vidéo, peut-être que vous êtes des artistes. Si vous êtes arrivé jusque-là, je pense que vous en êtes quand même un peu un. C'est important quand même de se laisser une marge de manœuvre, une marge de créativité, de pouvoir expérimenter des choses. C'est normal et c'est même très 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 recommandé. En tout cas, moi, c'est ce que je vous recommande. Par exemple, je sais que je m'étais fixé comme objectif sur le set 1 de faire Sophie apparaître 3 fois sur la même photo. J'ai essayé le jour J, etc. Sauf qu'il y a plein de choses que je n'avais pas pris en compte. Même si je m'étais mise sur trépied, etc., il y a pas mal de choses qui ne marchaient pas par rapport notamment aux échelles, etc. C'était un peu compliqué. Donc j'ai testé. Finalement, je ne l'ai pas fait. Je m'étais fixé comme objectif d'avoir quelque chose de très flouté pour le set. Alors ce qu'il faut savoir en plus, c'est que entre-temps, entre le moment où j'ai fait le mood board et justement donc le moment de la prise de vue, je me suis rendu compte qu'en termes d'ordre des sets, il y avait un truc qui n'allait pas. D'un point de vue maquillage et d'un point de vue installation de lumière, c'était moins pratique de mettre le set 1, donc le set où il y a un fond vert, etc., en premier et de mettre le fond beige en dernier. Donc, parce que le fond vert était le plus compliqué en termes d'installation, donc j'ai dû échanger les deux et mettre le fond beige en premier et mettre le fond vert en dernier. Donc du coup, le set 1 est devenu le set 3. Voilà, maintenant vous êtes à jour. Pour le set 3, donc le set sur fond vert, j'avais prévu donc d'avoir quelque chose de très flouté, etc. Et de potentiellement faire quelque chose d'un peu punchy. Au final, je me suis rendu compte que grâce à la prise de vue connectée, j'avais déjà fait un pré-traitement sur Lightroom, etc. Et ça n'avait pas vraiment d'intérêt que je les retouche, puisqu'il y avait déjà tout qui était déjà fait. Les photos me plaisaient déjà beaucoup en fait comme ça, donc je ne les ai quasiment pas retouchées, voire pas du tout. Alors que par exemple le fond bleu, je l'avais un peu prévu quand même. Donc le set 2, c'était sur fond totalement neutre, il n'y avait pas forcément de décor, etc. À la base, j'avais prévu qu'elle puisse shooter avec un peu de papier film devant pour ajouter de la matière. Sur le moment, je me suis rendu compte que ça allait peut-être faire beaucoup trop d'informations, donc je ne l'ai pas fait. Et en post-production, je me suis totalement lâchée sur ce set parce que j'ai commencé à réincruster des choses en post-production, à essayer des choses et il s'avère que ça m'a plu. Je me suis dit que ce serait plus intéressant d'avoir toute la série remontée sur un fond ou sur de la texture, etc., donc sur les images de chevaux comme prévu, etc., dans le mood board, que de les laisser sur fond bleu simplement, etc., que ça pouvait donner un cachet supplémentaire à ce set-là. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Je ne me suis pas posé énormément de questions avant. Sur le moment, je me suis dit, voilà, je sais que je veux mettre des images de chevaux derrière, mais en même temps, je veux qu'il y ait sur toute la série, sur tout le choix que j'aurais fait des photos bleues, je veux que ce soit cohérent mais pas redondant dans comment je vais faire. Et j'ai expérimenté plein de choses. J'ai bougé les chevaux dans tous les sens, j'ai joué sur l'opacité, j'ai joué sur la texture, j'ai joué sur les modes de fusion. J'ai eu 1000 rendus différents avec la même image de chevaux systématiquement remontée derrière Sophie. Donc, je me suis totalement laissé cette marge de créativité et c'est vrai que y a des choses qu'on ne prévoit pas du tout avant qu'on peut faire sur le moment et c'est important en fait d'avoir des objectifs mais de ne pas s'enfermer dans des cases en se disant voilà j'avais prévu ça donc je ferai ce qui est prévu et rien d'autre, etc. C'est vraiment, je pense, important même en tant qu'artiste d'aller expérimenter des choses. Ça nous permet aussi même si ça ne marche pas peut-être sur ces photos-là, pourquoi pas sur autre chose. Ça permet simplement de pouvoir stimuler un peu son cerveau, sa créativité et d'aller loin. La retouche, c'est vraiment le moment où on est avec soi-même et où absolument rien ni personne ne peut nous empêcher d'expérimenter des choses. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura
servi d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que j'ai essayé par le biais de l'organisation Catapulte et par rapport au programme qu'ils ont mis en place, de pouvoir répondre en même temps par la même occasion à des questions que je reçois assez souvent sur Insta. On me demande souvent comment tu fais des moodboards ou comment tu choisis tes idées, comment tu fais. Et je me suis dit que ce serait pas mal de pouvoir répondre à toutes ces questions-là, peut-être de manière globale, parce que l'un ne va pas sans l'autre, entre guillemets. Donc ça permet de pouvoir avoir une vision globale sur ma manière, sur mon processus de travail quand je travaille sur des projets relativement intenses et qui ont demandé pas mal de réflexion. Donc qu'ils soient perso ou qu'ils puissent répondre à une demande, j'ai trouvé nécessaire de pouvoir vous en parler. Donc j'espère que ça vous servira. Et encore une fois, j'aimerais remercier l'organisation Catapulte, j'aimerais remercier The Kingston Creative, The Fresh Milk, The American Friends of Jamaica. Vraiment merci. C'est quelque chose que j'avais jamais fait, parler devant une caméra. C'est assez bizarre, mais je suis contente d'avoir expérimenté ça. Ce ne sera pas la dernière, puisque j'ai une vidéo qui sortira sur une toute autre plateforme que YouTube pour la fin de l'année, normalement, si tout se passe bien. Donc j'espère que je pourrai vous en parler bientôt. Et en tout cas, franchement, merci encore à cette organisation. C'est vraiment hyper plaisant de pouvoir travailler avec des gens de la Caraïbe. Donc j'espère que ça servira. Et voilà, merci encore d'avoir regardé et à bientôt. Un petit regard chata vers la gauche. Ouais, voilà.